Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. Nous sommes au Salon Rennes et j'accueille au micro Maëlle Bernier qui est directrice de la communication de Meilleur Taux. La question que j'aimerais lui poser n'est pas réellement nouvelle, mais elle est devenue importante. Faut-il acquérir de nouveaux réflexes pour accéder au crédit immobilier et pour pouvoir financer l'achat de sa résidence principale, notamment lorsqu'on est primo-accédant? Bonjour Maëlle Bernier. Bonjour. L'actualité des taux a été très nourrie dernièrement. L'accès des Français au crédit immobilier s'est restreint. Est-ce que cela veut dire que ces mêmes Français doivent revoir leur manière de faire pour pouvoir accéder au crédit immobilier ? Alors, il y a toujours eu des basiques, à savoir, on se présente pas avec des découverts, on montre à son banquier sa stabilité professionnelle, très très important, et on montre évidemment sa capacité d'épargne. Donc ça a toujours été. Maintenant, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, la capacité d'épargne et l'épargne pour réaliser son opération, effective pour réaliser son opération est extrêmement importante parce que évidemment, on a de moins en moins. Alors, la bonne nouvelle, c'est quand même qu'on voit revenir pour les plus jeunes des prêts, ce qu'on appelle à 110%. C'est-à-dire qu'ils financent également l'apport. Mais globalement, la plupart des Français doivent financer les frais annexes, même un peu plus. Donc oui, l'épargne est cruciale. Donc il faut économiser. En fait, il faut être extrêmement bon gestionnaire. Est-ce qu'il faut aussi accepter de revoir sa copie, par exemple, sur le bien qu'on aimerait acheter ? Alors, il est vrai que les taux ont augmenté, on est passé de 1 à 4. Pour compenser cette hausse, il aurait fallu que les prix baissent de 25% minimum, entre 25 et 30. Donc évidemment, la capacité d'achat en termes de mètres carrés a considérablement diminué puisque les prix n'ont pas baissé de 25%. Donc oui, il faut aujourd'hui, si on achète, revoir un peu sa copie en termes de surface ou en termes de localisation. Après, c'est des choix perso. Encore une fois, on achète en général parce qu'on est dans un projet de vie qui fait que c'est le moment d'acheter. Mais c'est intéressant ce que vous dites, projet de vie. Oui, il faut retourner aux fondamentaux, oui, il faut économiser, il faut épargner et ensuite, il faut aussi s'adapter au monde qui nous entoure et être souple. C'est ça, en fait, on a connu une période bénie, il faut la mettre de côté, il faut oublier. Les taux à 1%, ça me fait très mal de dire ça pour les gens qui nous écoutent, mais c'est terminé. Et ça n'était pas normal. Et ce n'était pas normal, mais on s'habitue. Quand les nouvelles sont bonnes, on s'y habitue. Les taux à 4%, c'est plus normal. Acheter un bien immobilier, c'est souvent un effort. Aujourd'hui, c'est un effort par rapport à la location. Évidemment, vous allez souvent payer plus cher, mais n'oubliez pas que dans 25 ans, 20 à 25 ans, le bien est à vous, le patrimoine est à vous. Et donc, vous êtes dans une situation, on va dire, solide, en tout cas, quant à votre bien, à votre logement, ce qui n'est pas du tout le cas des locations. Et je dis souvent, être retraité et locataire est un cas de précarité absolue. Donc il faut acheter, passer 40 ans, il faut acheter quelque chose. Et j'aime aussi ce que vous dites, puisque nos grands-parents tenaient à l'immobilier pour la sécurité que ça a apporté, alors que peut-être que nos contemporains ont plus pensé plus-value aussi. Alors, on s'est beaucoup habitué à la plus-value, c'est-à-dire qu'effectivement, les gens qui achetaient, les Français qui achetaient, faisaient des coups. Alors, au départ, c'était pas forcément l'objectif, mais c'est devenu un espèce d'un petit sport national. On achète, on vend plus cher, c'est cool, on fait une petite plus-value. Ce qui n'était pas forcément le cas de nos parents, même si, effectivement, dans les années 80, il y a eu ça aussi. Mais aujourd'hui, on n'est plus dans la notion de plus-value. On est vraiment dans la notion de j'achète un bien pour me mettre un toit sur la tête, pour me créer un patrimoine. Ça veut dire quelque chose qui va me rester après. Ça veut dire, en fait, c'est le capital de sécurité. Un patrimoine immobilier. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que même chez les plus jeunes, alors moi ça me surprend toujours, parce que la génération qui a même moins de 30 ans a envie d'être propriétaire. Alors c'est très très franco-français, je pense, ou en tout cas du sud de l'Europe, mais c'est quelque chose qui est vraiment très très prégnant. Il y a encore une étude qui est sortie, je crois, ce matin, où on voit que les moins de 34 ans ont un objectif absolu de devenir propriétaire. Donc, comme quoi, même si nos aînés et nos grands-parents faisaient ça, ils font toujours pareil. Alors, on vient parler du primo-accédant. Il y a aussi d'autres cas de figure, et en particulier ceux qui souhaitent encore acquérir une résidence secondaire, par exemple. Comment est-ce que les choses se passent en ce moment pour le financement des projets de cette nature ? Alors, malheureusement, c'est très compliqué quand on a encore un crédit en cours. Donc, ce qui se passe souvent, c'est que vous avez une résidence principale, un crédit. C'est très compliqué parce que les normes qui ont été édictées par le HSF, le Haut Comité Stabilité Financière, fixent à 35% d'endettement maximum des revenus un prêt immobilier. Donc évidemment, vous vous retrouvez, si vous avez déjà un prêt sur votre bien immobilier principal, vous ne pouvez pas acheter votre résidence secondaire. Donc on est dans une situation très compliquée où seuls les Français qui ont beaucoup d'épargne et qui donc peuvent acheter quasiment cash finalement, peuvent se faire ce plaisir. Mais c'est malheureusement aussi un peu vrai sur l'investissement locatif, alors qu'on a des vrais besoins
besoin de logement et notamment de propriétaires bailleurs qui remplissent un rôle social puisqu'il faut bien loger des étudiants, et des sur plus des jeunes, petites surfaces et justement. sur des petites surfaces. Et c'était des petites surfaces qui étaient achetées souvent par des Français, on va dire moyens, avec des revenus, voilà, mais auxquels on a autorisé cet endettement puisqu'il y avait derrière des loyers qui rentraient. Aujourd'hui, c'est totalement bloqué, on est à l'arrêt. Les règles du HSF sont beaucoup trop strictes et on voit les effets depuis quelques mois déjà de ces règles un peu absurdes. Petite question peut-être un petit peu plus technique, on a beaucoup parlé du financement par le truchement de la nue propriété qu'on cède sur un bien pour pouvoir en acquérir un autre. Est-ce que c'est une solution que vous prenez ? C'est une solution effectivement, il y a tout ce qui est aussi hypothécaire, voilà, tout ça. Alors, les Français ne sont pas toujours très... c'est des choses qui se pratiquent beaucoup dans les pays anglo-saxons. Mais tout ça c'est abstrait c'est abstrait en fait, c'est très compliqué parce que en fait, vous soldez une partie du bien que vous avez déjà, c'est quelque chose qui est dur à comprendre. Maintenant, il y a pas mal de solutions assez nouvelles qui existent. Vous avez des boîtes qui vous rachètent votre bien un peu moins cher et puis qui le revendent derrière. Bon, tout ça c'est sécurisé, mais c'est vrai que l'innovation en termes de prêt immobilier, on est un peu franco-français. On est sur des taux fixes, on y reste et c'est vrai qu'on y est attaché finalement parce que c'est des trucs un peu basiques, simples et on comprend tout. Alors, vous êtes allé à ma question d'après, mais alors est-ce que chez Meilleur Taux justement il y a une notion d'innovation ? Alors on essaie en tout cas d'être assez innovant, inventif sur tout ce qui est. Alors c'est vrai plus sur les outils. On analyse beaucoup la data. On met en place on a mis une appli en place, une super app qui permet d'anticiper, d'être un peu de gérer vos économies, d'anticiper vos. C'est un peu intéressant de le faire même avant un prêt immobilier parce qu'on va vous dire là il faudrait peut-être économiser, là il doit économiser. Donc on essaye d'aider grâce à la data, de créer des outils un peu prédictifs qui aident un peu le client à avancer dans son projet ou même après son projet. Donc oui, effectivement, mais tout ça passe beaucoup par la data et par la connaissance du client. Ah, c'est intéressant aussi. Donc la data, la connaissance qui nous aide à finalement être des bons pères de famille et à appliquer ce bon vieux principe. C'est exactement ça, parce que c'est ça, c'est appliquer la data, la notion de bon père de famille qui est quand même un peu rétrograde. Mais même pour les femmes, c'est bon père de famille. Mais effectivement, c'est de savoir dire, on a un outil, nous, chez Meilleur Taux, qui permet de vous télécharger vos comptes et on dit aux clients, écoutez, là, honnêtement, vous avez une assurance qui coûte très cher, il est peut-être temps de renégocier. Vos factures d'électricité, ça déconne un peu, ça correspond pas. En tout cas, faites des comparaisons, parce que gagner 100 à 150 euros en négociant un peu tout ça, c'est toujours ça de prix. Quand on a justement cette fameuse barrière des 35% d'endettement qui bloque quand même certaines personnes à 80 euros près. Donc, vous voyez, et les petites rivières. Et font les grands, voilà. En synthèse, quels sont vos ou votre meilleur conseil alors pour acheter en ce moment quand on est un particulier, et je dirais contre vents et marées? Alors là où je vais le dire, c'est quand même extrêmement, il y a du positif quand même. Il y a 3 mois quand on se parlait, je vous disais l'offre bancaire est extrêmement restreinte, les banques prêtent plus parce qu'ils ne gagnent pas encore d'argent. Là, les banques reviennent et reviennent pour 2024 parce que là on est en novembre. Avec des bonnes éclaircies. Donc si on revient pour 2024, donc c'est des bonnes nouvelles parce qu'une concurrence c'est sain. Est-ce qu'il faut acheter contre vents et marées? Si c'est la question, honnêtement, aujourd'hui, je la fais de manière différente. Si vous avez plus de 40 ans, il est vraiment temps de faire quelque chose et d'y penser. Si vous avez 30 ans, que vous n'êtes pas encore stable vraiment professionnellement, pas encore forcément très stable dans votre vie privée, c'est pas forcément le moment. Mais en tout cas, passé 40 ans, il faut vraiment y penser. Mais dites-moi, Maëlle, souvent à 40 ans, c'est les divorces qui arrivent, donc on est à nouveau pas stable. Oui, alors on va dire que si vous êtes sur un deuxième mariage, mais en même temps, si vous avez divorcé, vous êtes peut-être revendu. Donc voilà, mais en fait, c'est que vraiment, il y a la notion de protection à la retraite qu'un jeune de 28, 20 ans, 30 ans a du mal à percevoir. Et un argument qu'on ne mettait plus en avant, mais qu'il faut absolument se souvenir désormais. Tout à fait. La stabilité sur le long terme. Tout à fait, le long terme. Après la retraite. Merci beaucoup, Maëlle Bernier. Merci beaucoup.